Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature? Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le Finistère, l'un des départements les plus agricoles de France, à la rencontre de notre paysan d'aujourd'hui, Bastien Moisan. Le Finistère, c'est littéralement la fin de la Terre. Et la fin de la Terre, ça pourrait être le titre du film de la vie de Bastien Moisan, qui a failli se faire déposséder l'année dernière des terres familiales qu'il exploite depuis plus de 15 ans. C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. C'est l'histoire de l'agriculture intensive versus l'agriculture biologique et paysanne. Et Bastien va nous raconter son aventure, son quotidien. Il nous fera rencontrer ses amis, son réseau de paysans qui, comme lui, ont à cœur de cultiver la terre en bio. Depuis la ferme de Bastien à Daoulas, nous irons voir Julien Racot, cueilleur d'algues sauvages sur les plages de Port-Salle, et Aude Cuzon, productrice des fameuses fraises de Plougastel. L'un se consacre aux plantes de la mer, l'autre aux fruits de la terre. Bastien, lui, perpétue la tradition des anciens fermiers bretons et travaille aussi bien les pieds dans les pâturages que dans le sable. C'est un paysan pêcheur et il m'a donné rendez-vous sur la plage du Conquet pour pêcher les télines. C'est magnifique ce cadre de travail. Ouais, il est pas mal mon bureau de ministre, ouais, hein, t'as vu? ton bureau de ministre, ouais. Alors là, t'es en train de pêcher les télines? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est une drague? C'est une drague à téline, tout bêtement, ouais, c'est ça. Le sable rentre par là, il y a un soc qui creuse du coup le sable. Ah ouais. Et après, ça trie, du coup le sable s'en va avec les vagues et puis les télines restent dedans. Et donc là, tu fais toujours ça à pied? J'ai un permis de pêche à pied professionnel. Et tu as plein de réglementations, la taille, les espacements, la largeur. Voilà. Pour éviter l'appauvrissement de l'espèce et du stock, c'est ça? Oui, c'est ça, pour bien gérer l'espèce. C'est quoi ton quota pour une personne, un pêcheur? Je crois que c'est 80 kilos, mais j'ai jamais réussi à les faire. Et c'est quoi la saison de la téline? C'est de septembre, on va dire, à juin. Bon, après, l'hiver, c'est dur, alors on pêche moins l'hiver aussi, parce que l'hiver, il y a beaucoup de houle, quoi. Du coup, on se fait des fois emporter, c'est dangereux. Ah oui, là, c'est sympa, il n'y a pas trop de vagues, quoi. Théoriquement, à marée basse, je suis à la pêche, à marée haute, je suis à la ferme. Et toi, c'est une grande partie de tes revenus, ce sont les télines? C'est à peu près moitié-moitié. Je les vends, du coup, à un copain marailleur. Après, elles partent souvent vers l'Espagne, vers Barcelone. Moi, les miennes, elles vont surtout à Barcelone. Et là-bas, elles sont très prisées, c'est ça? Ils adorent ça. Ouais. Ah, ils sont malins, les Espagnols. Si vous avez l'occasion de goûter les télines, c'est vraiment exquis. Ouais, c'est bon, hein, mais les gens ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Il n'y avait que les gens qui étaient pauvres au bord de la mer qui mangeaient des télines avant. Ça pourrait ressembler au coq un petit peu, non? Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fin. C'est plus fin, ouais, je suis d'accord. Tu les fais quoi? Sauter comme ça à la poêle en avec de l'ail. Ouais. Mais si tu veux, je vais te faire découvrir ma ferme. Ah oui, j'aimerais bien. C'est dans les terres, du coup, c'est ça? Voilà, c'est au fond de la rade de Brest, ouais.
Je pars de mon côté avec Micheline jusqu'à la ferme du Guerniec, où il y a 16 ans, Bastien a mis en place son exploitation sur des terres familiales. Il y a patiemment développé une agriculture biologique, diversifiée et ancrée localement. Arrivé sur place, comme promis, mon hôte m'a préparé un encas maison. Ah, le petit casse-croûte, c'est quoi? C'est ton pâté? C'est mon pâté et puis mon pain. Eh ben, on s'installe. Yes. Hop. Merci. Alors, qu'est-ce que tu mets là, comme morceau là-dedans? Tu mets de la gorge? Tu mets quoi? Ouais, on met tout, et de l'épaule, Des morceaux gras quand même. et puis les abats. Du persil, de l'ail. C'est ça. Et alors, raconte-moi cette histoire incroyable de ton expropriation qui a failli avoir lieu l'année dernière. Tu as récupéré tes terres, mais il s'en est fallu de peu, c'est ça? J'étais sur le terre de ma famille qui ne s'entendait pas depuis des années. Il y avait une bonne quinzaine d'hectares de champs. Et en fait, vu qu'ils ne s'entendaient pas, il y avait une procédure judiciaire pour clore l'indivision. Ouais. Ça s'est abouti à une vente chez un notaire, du coup, ça s'appelle une vente à la bougie. Et donc, moi, je suis allé acheter les terres que j'exploite, normal, quoi. Je me suis retrouvé avec 4 voisins, là, mais pas des moindres. Ils sont venus, ils m'ont mis 100 000 € sur la tête, là. Puis dès que j'enchérisais, ils réenchérissaient. Ah ouais. Donc, du coup... Donc ça a failli te passer sous le nez. Ah bah, ça m'est passé sous le nez. Mais je savais aussi que j'avais des droits et que mes droits n'avaient pas été respectés. Et pour parer à la situation, Bastien et sa compagne Léna ont lancé une levée de fonds en créant une mobilisation citoyenne sans précédent. Hop là. 200 personnes se sont réunies pour suspendre cette vente et créer un groupement foncier agricole permettant le rachat des terres et leur réattribution à Bastien et à sa famille. Une solution novatrice pour soutenir et sécuriser les micro-fermes qui seront peut-être le modèle d'agriculture de demain. On a contacté nos amis, on a fait jouer un peu nos réseaux, quoi. Et puis on a fait une pétition sur Internet. Ce qui a occasionné des articles de presse, etc. etc. Voilà, c'est ça. Ça a été l'occasion d'un superbe élan de solidarité. Et puis du coup, vous avez créé ce groupement qui te porte un peu, j'imagine, quand même. En tout cas, psychologiquement et puis financièrement. C'est sûr que ça fait chaud au cœur. Ouais. En tout cas, ton pâté est délicieux, sans transition. Merci. Bon, bah, si tu veux, je te propose qu'on aille faire un tour de la ferme. Ah oui, volontiers. On peut y aller maintenant? Ouais, j'ai un peu de temps, là. Allez, on y va. Je te suis. Oh, mais tu es très mignon quand tu fais. C'est trop mignon. Grâce à son combat, Bastien a pu poursuivre son projet de culture paysanne, où les champs de blés anciens voisinent les élevages de vaches et de cochons de race locale ancestrale. Allez, voilà les fameux cochons. Ouais, voilà, c'est les porcs blancs de l'Ouest. Porc blanc de l'Ouest, donc c'est une race qui était en voie de disparition il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le cochon celtique, c'est une sélection du coup du nord de l'Europe qui avait presque disparu parce qu'elle a été supplantée par le cochon ibérique, qui est un cochon qui pousse plus vite, voilà, qui est plus facile à élever. Ils ont une durée de vie qui est plus longue, j'imagine, qu'un cochon industriel. Ils poussent plus doucement. Il faut bien 10 mois, voire 12 mois pour faire un cochon de 100 kg. Contrairement à combien de mois dans l'industrie? 6 mois, ah oui, à c'est 8 presque mois le pour double. faire ouais. Et alors, quelles sont les caractéristiques de la race? Le porc blanc de l'Ouest, c'est le cochon qui a fait la réputation des rillettes du Mans, du jambon de Paris. D'accord, donc persillage important, c'est ça? C'est un chair cochon assez à charcuterie cuite. Pour se nourrir, cette race rustique profite des mélanges de céréales bio de Bastien et des glands de chêne glanés à l'automne sous les arbres. L'avantage de l'élevage en plein air. Bon allez, la suite de la visite. Bastien m'emmène vers le potager vivrier, un terrain de jeu et de recherche biologique pour lui et sa compagne Léna, qui expérimentent chaque saison différentes semences ou méthodes de culture. Ça sent bon les tomates. Du coup, on a mis un peu de tout comme variété, des variétés anciennes, population là, de variétés paysannes. Et tu plantes des œillets pour éviter quoi? Les pucerons, c'est ça? Ouais, du coup, avec Léna, on a fait un petit assemblage là pour essayer d'avoir ce qu'on appelle des pommes de campagne. Des répulsifs naturels, quoi. On a de l'ail qui est pas mal. On pourra en mettre pour le cochon là.
Et on a du fenouil aussi, ça va nous servir. À aromatiser un peu le bouillon. Voilà, c'est ça. Il est intéressant, c'est un fenouil population là. Qu'est-ce que tu appelles un fenouil ou des tomates population exactement? Les variétés population, c'est une variété qui a un patrimoine génétique assez large, qui n'est Qui est pas moins figé. normé, c'est ça? Voilà, qui permet de s'adapter à son terroir et à son climat, mais aussi au changement climatique, et puis à la gastronomie, parce qu'il faut que ce soit bon. Autrement dit, des variétés paysannes anciennes, sans sélection préalable, capables de s'acclimater année après année aux variations d'un terroir. Dis donc, il fait chaud là sous ta serre, je vais enlever ça. Je te donne ton panier? Ouais, on va prendre Alors, les petits haricots. petits pois. Les petits pois, ouais. Petits pois. Et du coup, regarde, là, il y en a plein, si tu veux, de ton côté, là. J'essaye de prendre les plus grosses gousses, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, une salade remontante. Et des courgettes, peut-être. Qu'est-ce qu'il nous reste à cueillir? Des oignons? Ouais, des oignons blancs. Bon, mais il n'y a plus qu'à. Bah ouais, On est va parti. cuisiner notre jambon. On y va. Oh, surtout le tien. Tout est dans le panier. Nous pouvons gagner la cuisine de la maison pour réaliser la recette de Bastien, une de ses spécialités que cet ancien restaurateur prépare régulièrement pour la fête annuelle du village, le jambon braisé. Nous voilà dans la cuisine. Alors, oh, mais dis donc, tu t'es pas foutu de nous. Ouais, alors. Ah ouais, ça, c'est du jambon. On avait tué un cochon et du coup, on a gardé un jambon. Il est saumuré ou il est frais? Saumuré. Donc la saumure, c'est un mélange d'eau et de sel. Ouais, c'est ça. Là, tu mets pas de nitrite, rien du tout. C'est pas de sel nitrité. Non, non, là, il n'y a pas de sel nitrité, c'est du sel fin. Tu fais beaucoup la cuisine, toi? Moi, au départ, je travaillais en restauration. Ah oui, c'est vrai. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé chez un élève de Jean Montagard. C'était un spécialiste en cuisine végétarienne. Et donc, c'était une bonne école. Oui, il y avait tout à faire, quoi. Ouais, C'était un ouais. nouveau langage culinaire. C'est ça. Alors, pour revenir à un langage culinaire plus classique et plus franchouillard, le jambon, le cochon, qu'est-ce qu'on en fait? Le but, c'est de faire une cuisson super lente pour que les molécules d'eau restent entières à l'intérieur. Si on veut faire ta recette, il faut quand même anticiper sur la taille de la cocotte. Pour cuire son jambon entier, Bastien met de l'eau à hauteur que nous allons aromatiser et transformer en bouillon avec des carottes, des branches de fenouil découpées, de l'oignon blanc, des feuilles de persil, du jardin bien sûr et 3 gousses d'ail. Donc on est parti pour 5 heures de cuisson au babo. On va le laisser tranquille là, mijoter tout doucement, il ne faut pas qu'il dépasse 80 degrés. En attendant, on peut aller voir les animaux si tu veux. Ah oui, j'aimerais bien. Et comme ça va nous occuper. Bon, je te suis. Bastien possède un cheptel de 17 bovins, de race pie-noire et canadienne. Des espèces anciennes, inadaptées à l'élevage industriel, qui ont failli disparaître et que notre fermier s'attache à préserver pour garantir leur pérennité. Nous profitons du temps de cuisson de notre recette pour réaliser la traite d'une des vaches domiciliées derrière la maison, pour fournir la famille en lait, en l'occurrence une canadienne. C'est une race de sauvegarde là, il y a 60 mères en France, je crois, qui a été exportée au Canada du coup à la colonisation de l'Amérique, parce qu'en Amérique il n'y avait pas de vaches, il y avait que des bisons. Et ils ont emmené des vaches, elles sont restées là-bas du coup en consanguinité pendant 300 ans. Et après, avec l'arrivée de la génétique Holstein, tout ça, ils ont aussi là-bas au Canada abandonné cette race-là. Et donc ils ont ramené un troupeau par avion en France, en Bretagne. Et quelle est sa particularité? Elle est rustique, et du coup, mais elle donne beaucoup de lait. Et normalement, c'est une vache aussi du changement climatique, puisqu'elle résiste bien au froid. Ah oui. Elle est du Canada. Nous sommes rejoints par Léna, biologiste à la ville et renfort de Bastien dès qu'elle est à la ferme. Bonjour Léna. Et alors toi, tu t'occupes de quoi en particulier? On transforme un peu le lait, on fait du beurre pour nous et puis des yaourts. Puis on en profite d'avoir du lait, enfin une vache et que le lait du coup de la canadienne est assez riche. Moi, j'aimerais bien voir comment on fabrique le beurre. Ok, bah du coup on y va si tu veux. Ah, tu en fais maintenant? Ouais. Ah bah volontiers. Ok, on À y tout va. à l'heure. Regarde. Tout à l'heure. Nous nous rendons dans l'atelier de la ferme où Léna s'amuse à transformer le lait cru et tester toutes les recettes possibles de produits lactés. Ça m'intéresse de voir comment tu fais parce que finalement, est-ce qu'on a besoin d'une crème crue? On pourrait faire son beurre avec une crème pasteurisée qu'on trouve dans le commerce? Oui, je pense, ouais. Pas une crème légère, mais une crème laitière, bien sûr. ouais.
Du coup, on a pas mal de crème. On va juste faire une partie. On va mettre dans le saladier. Alors, c'est une crème liquide, enfin, c'est entre les deux, en fait. En fait, elle est semi-épaisse. Elle a maturé pendant une semaine. En fait, c'est après chaque traite, on écrème le dessus du lait. Donc, la crème remonte naturellement. Voilà. Et puis, on cumule en fait la crème toute une semaine, par exemple, qu'on laisse au frigo. D'accord. Ensuite, moi, je la sors un jour avant. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, il faut qu'elle reste à température ambiante pendant une journée. Ouais, c'est plus facile, ouais. Alors, on la fouette. Donc, on voit qu'elle est riche. Hein. On voit qu'elle est riche. Et du coup, la matière grasse, le beurre, donc les petits grains qui vont se former, vont se séparer du liquide, du sérum. On appelle le bas beurre aussi. Et le bas beurre, ouais. Le petit lait aussi, on appelle ça. Ouais, c'est ça, c'est le petit lait. Et ça, tu fais toujours ça à la main? Alors, on peut faire à la main, ou on a une baratte aussi, une petite baratte en bois. Ouais. Et est-ce que dans une cuve avec un batteur électrique, comme si on montait une chantilly, ça marcherait? Oui. Ouais. Voilà, tu veux que je prenne le relais? Oui, je veux bien. Je me doute. Oui, dis donc. Ouais, ça a de la poigne, hein? C'est bien épais, hein. Tu sais que j'ai 46 ans, j'ai jamais fait du beurre en vrai. C'est cool. J'ai fait des milliers de litres de chantilly, mais à chaque fois, on m'avait dit ne la bats pas trop pour éviter qu'elle tourne au beurre, c'est l'expression. Et je me suis jamais dit que je pouvais peut-être faire du beurre. On doit récupérer le petit lait. On va voir que le petit lait commence à se dégager du beurre, des grains. Et puis on a une belle couleur, là ça jaunit aussi. Alors, c'est parti. Merci. Voilà, ça arrive. Ah bah oui, ça y est. On voit le petit lait qui sort. Voilà. Nous mettons notre matière dans un chinois et la lavons à grande eau pour faciliter son pressage et en retirer le surplus de petit lait. On va mettre un peu de sel. Forcément, on est en Bretagne. Ouais. Je le fais comment, à la louche? Ouais. Oui, ici on est généreux Voilà, quand il s'agit de sel. Et nous mettons notre beurre dans un moule ancien en bois humidifié au préalable. Donc là, tu vas le mettre au frais. Voilà. En direct, sous vos yeux ébahis, en tout cas les miens, on a fait notre beurre. Ouais. On a fait notre beurre sur le dos de la vache. Et on pourra le manger demain. Et on pourra le manger demain. Oh, le plaisir de manger le beurre qu'on a fait nous-mêmes. Bon, alors je te laisse le mettre au frais et moi je vais rejoindre Bastien pour terminer la recette de jambon. Ok, à tout à l'heure. Merci Léna. Alors Bastien, t'en es où? Ah bah écoute, je viens de laver les carottes là, je crois que c'est pas mal. Ça... Ah bah il a bien réduit là. Hein. Ouais. Ça sent bon. Alors qu'est-ce que je fais avec tes petites pommes de terre nouvelles là? Donc tu vas mettre quoi? Pommes de terre? Tu fais une jardinière de légumes quoi, quelque chose comme ça? L'idée c'est de couper les carottes et de les mettre dans la casserole dans l'eau. D'accord. Une fois que les carottes, l'eau sera chaude avec les carottes, on mettra les pommes de terre avec la pâquerette. D'accord. Les petits pois, les courgettes et tout ça qui eux n'ont pas besoin beaucoup de cuisson. Ouais, ils vont être vraiment donc on a à peu peine près effleurés dans les par la légumes chaleur. 3 temps de cuisson différents. D'accord. Qui permettent de garder les légumes entiers. Bon, on est bon sur les carottes, j'ai l'impression. Impeccable, un non succès. Bastien lance la cuisson des carottes à l'anglaise, puis au bout de quelques minutes, il place les pommes de terre nouvelles par-dessus pour les cuisiner à la vapeur. Nous nous occupons des légumes les plus fragiles, petits pois et courgettes, que nous intégrerons au dernier moment. C'est incroyable, hein, c'est sucré. Le jambon bien mijoté dans son bouillon va lui partir au four à pain. Et le changement de plat est toute une aventure. Quelle idée j'ai eue. Je veux dire que tu n'as pas choisi la solution la plus simple avec cette recette. Hop, 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 voilà. Hop, et voilà. Nous disposons tous les légumes autour de la belle pièce de viande. Non, il fallait pas un plat plus petit, hein. Arrosons le tout d'un peu de bouillon. On prend la civière. Et partons avec tout notre attirail jusqu'au four à bois. Pose là. Dis donc, c'est du sérieux. C'est bon, 250. C'est un four de pro, ça. Four de boulanger. Ouais, c'est bien pour démarrer quand tu fais de la boulange. Ah ouais, c'est un vrai four à bois pour le coup. Voilà, c'est ça. Ça sent.
Alors, t'as dit 250 degrés à peu près Ouais, pendant bon un quart d'heure d'heure. minimum. C'est surtout pour le faire dorer en fait. Pour le jambon braisé de Bastien et sa jardinière de légumes, prenez un jambon de 4 kg légèrement saumuré, 2 bulbes de fenouil, 2 carottes, 2 têtes d'ail, des branches de thym et de laurier, 15 grains de poivre pour le bouillon, et pour l'accompagnement, des carottes, des pommes de terre nouvelles, des courgettes, des petits pois frais écossais et de l'ail. Tout en veillant sur le jambon en train de dorer, Bastien part moudre son blé fraîchement récolté grâce à un petit moulin mécanique installé sur place. Il confectionne ici une farine de froment semi-complète, 100% maison et bio bien sûr. Chaque semaine, il achemine sa farine à quelques kilomètres de chez lui, dans le magasin de producteurs de Goesven. Ce lieu a vu le jour grâce à l'esprit résolument associatif et solidaire de plusieurs paysans et citoyens de la région, soucieux de favoriser l'économie locale et d'offrir un moyen de consommation alternatif et direct issu de l'agriculture paysanne. C'est un magasin de producteurs qu'on a créé il y a 6 ans maintenant, 7 ans. 26 producteurs qui sont associés pour vendre leurs produits dans le magasin. On voulait avoir un lieu où on puisse vendre nos produits et les valoriser. C'est un projet qui a pris de l'ampleur et puis qui s'est autonomisé aussi quelque part, quoi. C'est assez sympa, on a une bonne dynamique avec un petit café associatif en plus, des animations, un lieu social, quoi. Le magasin propose le meilleur des produits fermiers environnants et sur place, les producteurs sont aussi les vendeurs. Outre sa farine, Bastien propose aux habitués ses récoltes de pommes de terre nouvelles ou ses viandes de bœuf et de porc transformées. Sébastien, Salut Thierry, ça va? ça gaz, ouais? Bon alors, qu'est-ce que tu nous manges aujourd'hui là? Des saucisses, j'ai des chipots. Eh ben nickel, c'est venu pour ça. Tu peux en mettre 6. T'en veux 6? Ouais. Mon petit barbecue ce soir. Bon ben à la prochaine alors. À la prochaine Thierry, salut. Pendant qu'il s'affaire en magasin, Bastien m'a conseillé d'aller à quelques encablures de Daoulas, rendre visite à l'une de ses amies productrices, Aude Cuzon, qui avec son mari cultive amoureusement des fraises. Les fameuses fraises de Plougastel, bien sûr. Un lieu historique, puisque c'est ici qu'auraient été implantés au XVIIIe siècle les tout premiers plants de fraises rapportés du Chili. Nous allons rencontrer Aude et Benoît Cuzon, qui sont producteurs de fraises biologiques, en pleine terre. Les fraises idéales, en tout cas idéales pour la tarte aux fraises que va nous cuisiner ensuite Léna, la compagne de Bastien. C'est après une reconversion professionnelle qu'Aude et son mari, citadin à l'origine, sont revenus en pleine terre et ont repris l'exploitation familiale en 2012. Si 90% de la production de fraises bretonnes se cultive aujourd'hui hors sol, dans des serres chauffées où les fraisiers sont suspendus à 2 mètres de hauteur dans des bacs remplis de terreau, ces irréductibles ont choisi de conserver le mode de culture traditionnel et naturel du fruit rouge en favorisant leur petite quantité et leur grande qualité. Bonjour Aude. Bonjour. Et voilà les belles fraises. Oui. Vous Voilà, êtes en train de notre travailler? Ouais, bah oui, là on est en plein ramassage. Et ici à Plougastel, la saison elle démarre quand dans l'année? Il y a certains de nos confrères qui peuvent commencer à avoir des fraises dès fin février et puis nous sur notre mode de culture on commencera plutôt début avril. Alors montrez-moi. Alors, on va aller plutôt dans le deuxième. Attention parce qu'il y a des fils. C'est électrifié pour pas que les fraises s'en aillent? C'est comme ça. les cotons? Non, les fraises restent en place. Par contre, on a pas mal de ravageurs à venir. Eh Donc oui, faites je me bien doute, attention. je me doute.
Comme on est en pleine terre, on ne va pas rester à la même place. Bien sûr. On va rester 2 à 3 ans maximum. Des rotations de culture pour C'est pas ça. épuiser le sol, quoi. C'est Pas ça. épuiser et pas introduire éventuellement des maladies, des champignons, etc. Comme en plus on est en bio, on n'a pas tellement de moyens de lutte. Alors on essaye de ne pas revenir pendant 10 ans à la même place. Le but, c'est vraiment de laisser le sol le plus sain possible. Et la fraise la plus saine possible aussi. C'est ça. Alors là, ici, vous avez planté. Il y a plusieurs variétés ou c'est toujours la même? Alors dans chaque un tunnel, on met qu'une variété, Qu'une variété. pour faciliter la cueillette. Mais effectivement, après, on a donc plusieurs variétés. Donc on va commencer par la gariguette qui commence début avril. Ouais. Puis après, on va avoir toute une succession de fraises qui vont nous permettre en fait d'avoir des fraises donc, de début avril jusqu'à fin septembre. Le fait aussi d'avoir plusieurs variétés permet d'avoir les pics pas au même moment et puis nous d'essayer d'avoir une production un peu plus linéaire. Et ce choix d'être en pleine terre, parce que là, ça paraît évident, mais c'est quand même une toute petite fraction de la production de fraises en France, la pleine terre. Ouais, c'est effectivement, je pense même de plus en plus rare. Parce qu'on dit toujours que ce qu'il y a de mieux, c'est la pleine Ouais, terre. c'est sûr que pour nous, la fraise, mais comme toute autre production, est vraiment spécifique à un terroir. Une même variété sur un sol schisteux ou argileux ne va pas avoir le même goût, ne va pas se comporter pareil. Pour que je comprenne, comment ça se cueille une fraise? Alors c'est hyper délicat, donc il faut déjà normalement éviter de la toucher parce que c'est un fruit qui est hyper fragile. Dès qu'on la touche, elle peut marquer, et normalement si elle est hyper mûre, la tige casse toute seule. On n'a pas besoin de forcer. Comme toujours. Et c'est vrai que quand elle est aussi très mûre, on voit le chapeau se relève. Ah, c'est marrant, ça je savais pas. Je pense que si on farfouille un peu, tu vas pouvoir trouver des spécimens de taille assez intéressante. C'est la chasse au trésor. Bon, je la goûte, hein, ce que tu me fais envie. Ah bah vas-y. Et puis alors cueillie comme ça, en fin de journée, un peu chauffée par C'est comme ça le qu'elles sont soleil, ouais. sur le plan. Bah, ça exhale complètement leur arôme quand elles sont encore un peu chaudes. Ouais. Alors moi, il me faudrait des fraises pour une tarte. Mais donc je ne sais pas si tu as des fraises à recommander spécifiquement pour une tarte. J'ai de la Dream. La Et Dream. voilà, donc ça c'est une fraise qui a un petit goût de framboise qui est vraiment intéressant et elle est assez ferme. Donc je pense que Ouais, j'ai et elle sera entendu un peu parler plus de la calibrée. Dream et je savais que tu en faisais, mais je ne l'ai jamais goûté. Tu Ça l'as jamais m'intéresse. goûté? Non. Eh ben écoute, j'avais gardé une barquette pour toi Ah, génial, merci. que j'avais mis là entre les fraises. Super. Donc ça, c'est la Et Dream. justement, D'accord. Très bien. c'est de la Dream. Ah oui. On se Alors loupe fais pas. toujours attention au Ouais. fil. Ouais. Bon, mais merci infiniment. On Eh ben, va donc écoute. préparer la tarte. On va forcément la réussir avec tes belles fraises. Mais je voudrais vraiment que tu puisses partager notre repas. Ah bah ce sera avec plaisir. Je sais qu'on est en saison fraise. Maintenant, je retire cette expression. Mais si tu peux prendre 1 ou 2 heures sur ta saison fraise Ouais, bah écoute, je vais essayer de... pour nous rejoindre à la ferme Bah oui. de Bastien. Et puis ouais, pour goûter la tarte aux fraises, Et pour forcément. goûter Puis je la crois qu'il y aura tarte aux plein fraises. d'autres bonnes choses sans doute. Et donc, pas que ça. Voilà, parce que je pense que les fraises, il y a un moment où tu dois voir jusque-là, non? Merci beaucoup, Aude. Bah écoute, je t'en prie, à à bientôt. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. I dream of loving in the night. Eh oui. C'est toute ma jeunesse. Les quarantenaires comprendront. Je me régale sur le chemin du retour et à ce compte, pas sûr qu'il nous en reste des fraises pour la tarte. De leur côté, Bastien et Léna, qui ne s'arrêtent jamais, finissent la journée avec famille et amis en renfort pour ramasser les foins. Une bonne soirée de repos bien méritée nous attend tous à la ferme du Guernièque. Something's got a hold on me here. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Au petit matin, la ferme du Guernièque est déjà en ébullition. Bastien et Léna, qui ont érigé les principes de polyculture et d'autosuffisance en mode de vie, sont à pied d'œuvre pour transformer leurs produits sur place et notamment préparer la fournée de pain du matin. L'un devant le four et l'autre dans l'atelier de fabrication. Les arômes du pain en train de cuire taquinent mes narines et mes papilles et j'ai le privilège de me lever pour mettre les pieds sous la table du petit déjeuner. Salut Léna. Salut. Oh là là, dis-moi, un petit déjeuner de roi ça. Ouais, on va bien manger. Magnifique, magnifique, merci beaucoup. De rien. C'est toi qui as fait le pain.
Oui, avec la farine de farine de Bastien, là, de Bastien. la P80. Notre beurre. C'est la première fois de ma vie que je vais manger mon beurre. Et tes yaourts. Ça, ce Et les sont, yaourts. Les yaourts que tu, Ça, c'est des que tu fais yaourts avec le, nature avec le lait de Jeannette. le lait de Jeannette. Ah oui, dis donc. On voit que c'est fermier, ça. Ouais. Ça a l'air magnifique. Bon, allez, on goûte le beurre. Ouais. Ah oui. C'est autre chose. Hein. Il a un vrai, enfin, c'est un vrai ingrédient, quoi. C'est pas juste de la matière grasse. Il a vraiment un goût. Il est même un peu floral. Il est très onctueux. Léna me sert une verveine fraîche cueillie dans le jardin et me propose du miel d'un ami apiculteur. Une des rares denrées qui ne soit pas de leur production, mais ici, tout ce qui est bon se partage. Puis vous allez rajouter une corde à votre arc parce que je crois que vous voulez ouvrir une ferme auberge ici dans cette pièce. C'était l'idée, ouais, de pouvoir valoriser les produits, en tout cas, et de les mettre, de les cuisiner, de les mettre sur la table et de les proposer dans le cadre d'une ferme auberge pour manger, quoi. Et tu nous as préparé le fameux phare breton. Je te remercie parce que c'est une des choses que je préfère. Tu connais les proportions? Non, tu le fais à l'œil, Non, j'imagine. non. Quand Pour même. 1 litre de lait, je mets 6 œufs, D'accord. 225 grammes de sucre Ouais. et 250 de farine. Tu cuis dans le four soit à pain après la fournée ou Ça se alors voit. dans le four de la maison, Quoi, à 180, la gazinière, quelque quoi, à chose comme ça. 180, ouais. Et le décalage entre les producteurs bio que vous représentez avec vos amis et toutes ces fermes gigantesques qui sont quand même en grand nombre et en grande majorité en Bretagne notamment, la cohabitation se fait correctement? On est dans des modes vraiment de fonctionnement différents. Du fait qu'on n'ait pas les mêmes réseaux, on n'est pas confronté non plus Au même circuit de distribution et donc Ouais. on a la même et clientèle et Oui, fournisseurs. Il y a quelques coopérations quand même entre pour les machines, pour les outils qui se font. Et puis ce qui est intéressant, c'est vraiment de discuter de tout ça, de pouvoir échanger et aussi D'enrichir les pratiques de chacun, quoi. Oui, voilà. Bah dis donc, on va avoir de l'énergie pour affronter la journée. Et la journée va être riche en gourmandises, puisque nous nous rendons directement en cuisine, où Léna va me montrer sa recette de tarte à la fraise et sa botte secrète, une pâte à tarte minute. La pâte minute, c'est un mélange d'eau chaude, très très chaude, avec du beurre. Et en fait, le fait que ce soit très chaud et qu'on fasse une bonne émulsion, on va directement l'ajouter dans la farine et elle pourra s'étaler. Et elle sera pas trop facilement. élastique, elle va pas se rétracter. Non, elle va pas se déchirer, elle va pas. On D'accord. va voir, mais en tout cas, elle est assez facile à manier et à étaler. On va mettre un peu d'eau. Ça te va Voilà, comme ça? super. On va mettre ça en beurre. D'accord. Donc on est d'accord que pour les proportions, on peut repasser, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça, hein, C'est c'est ça. à l'œil. à l'œil. C'est les meilleures cuisinières. Ça bout, D'accord. donc c'est bon. On va rajouter le beurre. Et on va le faire fondre. Et C'est on ça. va le faire fondre. Nous versons directement notre mélange d'eau et de beurre encore chaud dans la farine pour travailler l'ensemble à la main. On va laisser le surplus. Donc en fait, c'est vraiment au toucher que tu vois si Oui. il y a assez d'eau et de, Ouais. et de beurre, assez de liquide. Je pense que là, c'est ça te bien. paraît bien. On peut étaler la farine. Ah, tu l'étales directement, tu la laisses pas reposer, c'est Non. pour ça qu'elle est minute. Ouais. D'accord, je comprends. Donc, elle s'étale quand même assez bien. Ça, c'est une sacrée bonne astuce. Pendant que Léna finit d'abaisser sa pâte, je me lance dans la préparation d'une crème pâtissière classique, en chauffant un demi-litre de lait, agrémenté de grains de vanille d'un côté, et en blanchissant 3 œufs entiers de la ferme avec 80 g de sucre de l'autre. Et je rajoute la farine? Ouais. Tout là, hein, tu as déjà Petit à pesé petit. aussi. Oui. Léna enfourne sa pâte 15 minutes pour une pré-cuisson et nous mélangeons le lait chaud vanillé à notre appareil. Puis nous fouettons le tout énergiquement avant de repasser la crème sur le feu. Et du coup, on va remuer jusqu'à ce que ça s'épaississe. On va aller jusqu'au Très bien. premier bouillon. Et pendant ce temps-là, tu veux qu'on coupe les fraises? Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Allez. Oh, Joanne. Joanne, faut que tu nous enlèves pour la tarte. Hein. Écoute, là, ça y est, là, ça commence à épaissir sérieusement. Hop, voilà, je pense que c'est pas mal. Nous réservons la crème pâtissière au frais et sortons la pâte minute du four.
Ouais, c'est étonnant, elle ne s'est pas du tout rétractée, alors qu'on t'explique toujours que justement pour éviter que ça se rétracte, éviter que le gluten ne donne un effet d'élasticité, il faut qu'elle repose. Mais grâce à ton astuce, là, ça marche bien. C'est pas mal. C'est super. La crème pâtissière bien refroidie et raffermie durant 2 heures, nous pouvons passer à l'assemblage de notre tarte. Ça, cette recette, c'est toi qui l'as mise au point, Sébastien. C'est une recette de famille. Alors, elle vient du coup, la pâte minute, c'est plutôt Bastien. Ouais, Et la recette de la crème pâtissière, c'est ma tante qui me l'a transmise. d'accord. Donc c'est un petit mix, quoi. Ouais, voilà. C'est une vraie recette de famille. Et est-ce que ton travail de biologiste t'aide dans ton travail à la ferme? Dans le sens d'une recherche, oui, c'est sûr que comme Bastien il travaille au niveau de la ferme, il y a de la recherche sur les blés anciens ou des méthodes culinaires. Du coup, nous aussi, en recherche médicale, on est dans cet esprit-là. Donc, en effet, ça m'aide énormément. Dis donc, qu'est-ce qu'elles sont grosses? Elles sont hyper belles. Hein. Incroyable. C'est la variété de Rime. Ah oui, c'est ça, ok. J'avoue que je la connaissais pas. Mais Aude m'a expliqué qu'elles étaient pas trop juteuses et que du coup, pour la tarte, c'était Elles parfait. tenaient bien. Ouais, elles tenaient, exactement. Ah bah non, dans l'autre sens, ouais, sauf qu'on n'est pas partis dans le même sens toutes les deux. C'est pas grave. C'est comme ça la cuisine à 4 mains. Écoute, Mais oui. c'est pas grave, voilà. Une création sur le vif. J'ai égalisé. Hein. Elles sont bonnes. On rajoute un peu de menthe. Ouais, c'est la menthe du jardin en plus. Ouais. Magnifique. Et voilà. Et voilà, c'est prêt. Nickel. À vous de jouer. Pour refaire la tarte aux fraises de Léna, procurez-vous pour la pâte minute 250 g de farine bio type 80, 125 g de beurre, 125 ml d'eau bouillante et un tiers de cuillère à café de sel fin. Faites la crème pâtissière avec 50 centilitres de lait entier, une gousse de vanille, 3 œufs, 50 g de farine fine et 80 g de sucre. Prenez 500 g de fraises pour la garniture. Pour terminer cette immersion dans la vie paysanne bretonne, nous restons un pied dans la terre et l'autre dans la mer et retournons sur l'une des plages finistériennes à la rencontre de Julien Racot, cueilleur et transformateur d'algues sauvages. Comme son ami Bastien, Julien partage une vision farouchement écologique et locale de l'utilisation des ressources naturelles de sa région. Lui s'est pris de passion pour l'un des trésors de la mer d'Iroise, le goémon, autrement dit les algues sauvages. Durant les grandes marées, les sols sablonneux se découvrent et lui donnent accès à une véritable forêt marine. On cueille une dizaine d'espèces d'algues différentes. Donc certaines espèces poussent à l'abri de la houle. On va retrouver des algues plus fines, les algues vraiment pour les salades, très digestes, qu'on peut manger en crudité et qui ne nécessitent pas de cuisson. Alors que si on va derrière les îles au large, là il y a plus de houle, de courant, donc on va trouver les laminaires, donc des algues plus charnues, plus épaisses, comme le wakame, le haricot de mer, le kombu, qui elles nécessitent une petite cuisson à l'eau ou à la vapeur pour qu'elles soient plus tendres et agréables sous la dent, quoi. Là on cueille l'algue à sushi, la nori, une des algues les plus riches en protéines, une des plus nutritives. Julien compte parmi les 180 récoltants professionnels qui prélèvent entre les mois de mars et novembre ces plantes marines. Une période durant laquelle il arrive à cueillir chaque jour à la main jusqu'à 500 kg d'algues fraîches. Pour cueillir les algues, il faut une bonne paire de ciseaux. On ne cueille pas à ras non plus sur le caillou, on laisse quelques centimètres là pour que les algues puissent continuer à pousser. Et comme ça, elles vont pouvoir se reproduire cet hiver et réensemencer cet espace pour que l'année prochaine, on ait encore des algues. En fait. Et il opère un minutieux travail de sélection. Une belle algue, c'est une algue qui n'est pas trop mangée par les coquillages et aussi qui a une couleur uniforme. Elle n'a pas blanchi à cause du soleil. Et donc on va chercher une algue avec une couleur bien foncée, bien intense, qui sera bien riche en vitamines, en chlorophylle, en bêta-carotène. Bon, t'as fait une belle cueillette? Ouais, ça va. Elle est longue, bien foncée là à la base. C'est cool. La récolte d'algues est une pratique ancestrale en Bretagne. Si les anciens l'utilisaient pour enrichir leurs terres, fabriquer du verre ou à des fins pharmaceutiques, Julien, lui, veut les ancrer dans le paysage culinaire. J'ai découvert les algues pendant mes études à la fac de sciences.
J'ai pris conscience qu'on avait cette ressource qui pousse naturellement. Et c'est plein d'espèces sauvages qui ont des goûts, des saveurs, des textures. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de relever le défi de petit à petit de faire rentrer des nouveaux aliments dans nos habitudes alimentaires. Ok, bon, on va pas tarder à rentrer, t'as vu, ça... Il y a du jus, ça monte vite. Ça monte vite, là. À la montée des eaux, Julien et son acolyte Glenn doivent rebrousser chemin. Mais la journée n'est pas finie pour autant, car il faut encore rincer, dessaler et sécher la récolte du jour. On les étale presque feuille par feuille afin de la déshydrater le plus rapidement possible en 24 heures. Le séchage, ouais, là, c'est vraiment une méthode la plus douce qui soit, c'est-à-dire qu'on travaille avec la nature, donc le soleil et le vent. Et donc on fait ça le plus naturellement possible et une fois séchées, elles pourront se conserver plusieurs années et on aura notre matière première pour pouvoir travailler, faire nos tartares d'algues et autres recettes. Car Julien aime les préparer sous de multiples formes. Broyées et mises en paillettes, entières et réhydratées ou encore transformées en tartare. Elles peuvent entrer dans la composition de toutes sortes de recettes, comme celle que nous propose notre goémonier. Allez, on va faire une recette d'été très simple à réaliser à la maison avec les ingrédients du jardin et des algues sèches en petites paillettes qu'on va pouvoir incorporer facilement dans la préparation. Julien commence par émincer quelques radis et nettoyer un melon. On va manger dans le melon et en fait, il va nous servir de bol. Et il prend soin de conserver tout le jus du fruit. Les algues vont trouver de l'eau pour pouvoir se réhydrater et de revenir comme fraîches. Les morceaux de melon dans le saladier, Julien y saupoudre ses paillettes d'algues. Un mélange de dulce, de nori et de laitue de mer. Elles ont entre 20 à 30% de protéines. Elles sont donc très riches en sels minéraux, en iode, en calcium, en phosphore, en sélénium. Donc les algues sont des super aliments. Cette recette contemporaine renouvelle l'utilisation de l'algue que les Bretons cuisinaient principalement en dessert. Les anciens, pendant la guerre, faisaient des flans à base d'algues avec le pioca. Petite algue rouge frisée qui gélifie, qui permet de gélifier un peu comme l'agar-agar. Une petite madeleine marine pour notre cuisinier. Après avoir coupé un demi-concombre, Julien incorpore de l'oignon nouveau, les fanes fraîches et croquantes comprises, et un avocat mûr à point. Hop, étape suivante. Pour sa vinaigrette, Une petite sauce à la japonaise, bretonnisée, quoi. il mélange le jus d'un citron jaune, du vinaigre de cidre, de la sauce de soja fermentée, appelée tamari, de l'huile de sésame et une touche de miel. Au bout de 5 à 10 minutes, les algues seront complètement réhydratées. Elles seront revenues comme fraîches. Il ne lui reste plus qu'à dresser sa salade dans le bol fruitier improvisé et saupoudrer quelques pincées de gomasio. Ce sont des graines de sésame torréfiées avec un petit peu de sel. Et nous, on y incorpore des algues. C'est un super condiment pour aromatiser, saler et apporter une saveur iodée à tous nos plats, quoi. Avec ça, on se régale directement, quoi. Et voilà. Côté terre, à la ferme du Guerniec, les festivités se préparent. Nous dressons une belle tablée campagnarde devant le corps de ferme de Bastien en attendant nos amis. Et la petite éclaircie qu'il faut, là. On est parfait. Hein. Ouais. Salut Julien. Salut. Sa salade tout juste préparée, Julien est déjà là pour nous apporter une entrée fraîche et iodée. Voilà, de la cueillette à l'assiette. C'est joliment dit. Aude, les mains chargées de fraises de sa production, arrive accompagné de Craig, un citadin américain installé à côté de Daoulas depuis 1 an, qui s'est converti à la production de fromage et à l'art de vivre breton. Voilà. Hop là. Bonjour. Salut les amis, regardez, on a ouvert le champagne à votre santé. Le champagne breton, on va dire ça. Ça va? Ouais. C'est à Tom? Ah oui? Merveilleux. Alors, donc Craig, toi, tu es originaire de New York? Ouais. Il se passe des trucs dingues en Bretagne. On s'installe alors? Allez. Tous se connaissent grâce au fort réseau de producteurs dans la région et sont liés par leur engagement et leur pratique agricole à petite échelle et respectueuse de l'environnement. Ils se réunissent dès qu'ils le peuvent autour d'une tablée garnie de leurs produits, spécialités et essais, comme les plats algués de Julien. C'est hyper bon. Ouais. C'est délicieux.
Le melon et les algues C'est vachement sur bon, le papier, tu vois, j'aurais pas pensé. Oui. Mais ça marche très bien. Et on a une petite saveur iodée, quoi. Ouais, Mais Très ça bon. dénature pas le goût d'un plat, quoi. Ça se marie bien, ouais. ouais, ça vous plaît Mmh. Et ça, ce sont les tartares. Je vais goûter quand même. C'est Voilà, ça donc Toi, là, c'est c'est- tartare de quoi? Ça, c'est le tartare d'algues avec la spiruline, l'ancêtre de tous les végétaux terrestres et marins qui existent depuis plus de 3 milliards et demi d'années. Ah oui. Un cocktail ultra nutritif. Essentiel, quoi. Et par ailleurs, c'est bon. Vous va avez les terminé goûter. Ouais, on va Ouais. goûter tes télines quand même. Ouais, hein. voilà, ouais, je vais les chercher. Hop. Je vous sers? Carrément. Et lui. Pêché hier, hein. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Juste de l'ail ou t'as un peu de persil? Ail, persil et huile d'olive? J'ai trouvé de la ciboulette en route. Mmh. Du coup, j'ai mis de la ciboulette. Très très bon. Et un peu de Délicieux. paprika. Il faut les faire désabler? C'est mieux. À la maison, si on va avec un seau à la plage, du coup, on ramène un peu d'eau de mer en même temps. D'accord. Et du coup, on laisse l'eau de mer décanter avec les télines au fond. Après, on les rince bien dans un saladier et puis ça va. Ça va. Ouais, c'est très bon. Hein. Et puis elles sont bien pleines. Ouais. C'est un trésor, ouais. Ah ouais. N'en oublie pas une. Hein. Et toi, Julien, tu n'as pas de terre. Tu ne cultives pas. C'est ça, je suis un paysan sans terre pour l'instant. Pour l'instant, parce que tu aspirais à avoir des terres? Ouais. Ça me fait rêver d'avoir un corps de ferme et de pouvoir cultiver, planter plein de choses différentes. Pour y faire quoi? Comme mes ancêtres qui étaient paysans gouémoniers, c'est-à-dire qui cultivaient la terre, des petites fermes avec des cochons, des vaches, des légumes. Aller vers aussi plus d'autonomie. Bah, c'est pour ça la polyculture, c'est un peu ça, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un écosystème de bon sens, quoi. Mm. Alors, et toi, tu as choisi la monoculture pour le coup, justement. Bah oui. C'est intéressant. C'est vrai que la fraise, c'est quand même un fruit qui est assez fragile. Pour vraiment pouvoir conduire la culture de fraises en bio, il faut vraiment avoir son nez constamment dessus. On s'est dit qu'on ne pouvait pas s'éparpiller. L'activité sûr. principale en pâtirait. Oh, que c'est beau! Magnifique! Ça pèse son poids, non? Ouais. Ça, c'est aux États-Unis. On mange le jambon à quelle occasion? Presque tous les jours. Cette gourmande convivialité et bonne humeur générale ne me fait pas oublier que les fermiers d'aujourd'hui traversent une période difficile, comme l'histoire de Bastien nous l'a montré. Moi, j'ai lu que 250 fermes disparaissaient en France chaque semaine. C'est des chiffres faramineux. Et qu'en 20 ans, la moitié des fermes françaises avaient disparu. Si on veut préserver ce rayonnement de l'agriculture locale, il y a une solution pour toi? Ouais, je pense qu'il y a des solutions, quoi. Après, faut-il qu'il y ait une réelle volonté politique d'installer des jeunes, quoi. Et puis de rattacher les fermes et les terres au village pour que l'économie elle soit aussi locale, c'est-à-dire que ce soit des familles qui soient propriétaires ou des structures comme un groupement foncier agricole qui permettent de faire de l'emploi, de pérenniser les exploitations et de créer des nouvelles fermes. C'est vraiment très très bon. Ces légumes là, je sais pas dans quel supermarché tu les as achetés, mais ils sont bons. Franchement. L'imposant jambon bien dégusté, Craig, le fromager d'outre-Atlantique, accueilli par les producteurs de Daoulas, nous présente son tout dernier essai fromager. And now comes the tome. Alors c'est donc une tome de vache, j'ai bien suivi. Merci beaucoup. Et Craig, toi, tu es venu ici et tu t'es improvisé fromager? On dit Oui, fromager? fromagerie. On a les voisins qui ils avaient une laiterie, une ferme au lait de vaches. Ils cherchaient quelqu'un qui pouvait faire du fromage. D'accord. Donc des éleveurs qui cherchaient quelqu'un pour transformer leur lait. Ouais, en fait, c'est de bonne qualité de lait. Ils mangent que l'herbe, ouais. c'est tout en bio. On fait du thym de cheddar, pour moi, Ah. cheddar. Cheddar. Farmhouse Donc, cheddar. Donc du cheddar. Il est Ouais, il est hyper ton bon, hein. fromage. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est hyper doux, Il est mais moelleux, goûtu, fondant. ouais, fruité un peu. Ouais, félicitations. Merci. Le fromage américain. Waouh. Yeah. Si on veut, nous, consommateurs, on est tous consommateurs de vos produits, si on veut vous aider justement à être un peu protégés, à accéder à des terres agricoles, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il y a une prise de conscience quand même qui est là. Les gens ils s'intéressent de nouveau à l'alimentation. Et donc il faut absolument que les consommateurs ils continuent
à valoriser du coup la bonne bouffe et puis les paysans pour que ça fonctionne. Et puis après, il y a une association qui s'appelle Terre de Liens, du coup, qui peut permettre d'acquérir des parts de GFA comme ça dans un village où enfin, ils vous présentent différents projets puis vous choisissez après. Et ça, c'est un bon exemple. Une solution qui donne des perspectives pour un nouveau modèle agricole et qui permet d'achever ce repas sur une note optimiste et sucrée avec l'arrivée de la tarte aux fraises de Léna. Et le dessert. Waouh! Tarte C'est aux fraises. fraise, hein. J'étais étonnée par la taille des Et fraises. voilà. J'ai toujours pensé que quand elles étaient grosses, elles n'étaient pas bonnes. Et là, j'ai pu vérifier le contraire. Donc la taille n'a aucune influence sur le... Moi, je me disais, si elles sont grosses, c'est qu'elles sont gorgées d'eau. Tu as des variétés qui sont faites pour être grosses et costauds, et puis des beaucoup plus fines. Et non, en fait, même là, dans les variétés qu'on a, plus elle va être grosse, plus elle va être charnue, juteuse. Et le parfum aura le temps de se développer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très bon. Délicieux. Ce qui est incroyable, c'est que tu les as pas sucrées, les fraises. Non, elles sont Ouais. bien sucrées. Hein. C'est fou, C'est elles vrai, sont hein. naturellement sucrées. Ouais, il faut surtout pas. Il n'y a pas besoin là. hein. Non. C'est là qu'on reconnaît une fraise bio. Ouais. Eh bien, nous avons découvert une nouvelle forme d'agriculture grâce à Bastien et Léna. Un modèle de proximité, un modèle de respect de l'environnement, un modèle aussi où l'on pense aux générations futures. Alors aidons-les en consommant leurs produits, en venant les voir à la ferme, en allant au marché, et puis surtout peut-être en investissant dans ces terres agricoles pour leur permettre de continuer à travailler comme ils le font et de préserver notre autonomie alimentaire. À bientôt.